Vous avez dit la religion catholique et peut-être plus généralement même la religion chrétienne. Hein. Alors, on peut parler, si vous voulez, on n'a pas assez de temps pour prendre d'autres religions, mais c'est vrai que le christianisme, quand il réinvestit ce qu'on appelle le dogme du péché originel, vous avez quand même l'idée que en même temps, le premier acte proprement humain, c'est celui de désobéir. Le péché, c'est un acte de désobéissance à Dieu, et qu'au fond, la voie du salut, la voie de notre régénération, de notre salut, elle passe par l'obéissance. C'est vrai que vous avez cet éloge de l'obéissance dans la religion en tant que l'obéissance, elle nous permet de dépasser une pente en nous qui serait aussi du côté de la facilité, mais cette fois une facilité qui n'est pas de la paresse parce que j'ai pas envie c'est dur ce qu'on me demande de faire, donc je vais essayer de contourner, de trouver les moyens de contourner, mais là, la facilité, c'est du côté du mal, du vice, on se laisse entraîner par des tentations, etc. Et voilà. Bon. Alors, je ne vais pas prendre le domaine militaire, mais si vous voulez, notre culture, et encore une fois, c'est très bien comme ça, elle est quand même structurée par une valorisation de l'obéissance, mais, alors c'est la première chose que je vous demande de noter, parce que je trouve que c'est très important à avoir ça en tête. Quand on valorise l'obéissance, c'est toujours à partir d'une espèce de distinction comme ça qui traîne un peu dans la tête entre quelque chose qui serait en nous l'humanité et quelque chose qui relèverait en nous plutôt de l'animalité un peu sauvage, et au fond se faire homme, devenir homme ou femme, c'est pas en termes de genre, hein, mais affirmer les valeurs profondes de l'humanité, ça passe par un dépassement de pulsions sauvages, désordonnées, c'est-à-dire de choses qui seraient en nous un peu immédiat, un peu primal, un peu primaire, tout ce que vous voulez. Et donc l'obéissance, ça nous permet de dépasser un fond instinctif en nous, quelque chose comme une monstruosité sauvage qui serait du côté de la désobéissance. Vous voyez ? Vous sentez, le truc, c'est de dire, je valorise l'obéissance parce que ce qui désobéit en moi, c'est ma part animale, sauvage, anarchique, et c'est celle-là qu'il faut dépasser pour atteindre les valeurs proprement humaines. Ça, c'est la première chose, et j'allais dire, notre culture est remplie de ça. Le projet, sans doute, des Lumières est rempli de ça, et obéir à la loi commune en politique, obéir aux principes moraux dans la vie personnelle, plutôt que de se laisser tenter par des désirs un peu immédiats, élémentaires, primitifs. C'est très okay. Donc on a ce tableau. Ce tableau est très important à tenir en tête, et je ne vais pas, si vous voulez, je ne vais pas le déconsidérer, ce tableau. Simplement, l'idée du livre, qui s'appelle Désobéir, c'est de dire, mais attention, il y a peut-être une autre opposition, plutôt que celle entre l'homme, l'animal en nous, qu'il faut tenir en tête, et peut-être surtout aujourd'hui, dans nos sociétés de plus en plus technologisées, médiatisées, ce que j'essaye de dire par là quand je dis technologisé, médiatisé, c'est qu'au fond, dans le travail, de plus en plus, on est moins dans un relationnel immédiat, c'est-à-dire on travaille avec des chiffres, des statistiques, des écrans d'ordinateur, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le travail, il y a une forte médiatisation, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de choses qui se mettent entre les individus. Pourquoi est-ce que j'essaie de vous dire ça ? C'est pour vous faire sentir maintenant l'opposition entre l'homme et la machine. Entre l'homme et la machine. Et là, si vous vous placez dans cette perspective, c'est-à-dire de se dire, mais au fond, je vais essayer de réfléchir, problème, obéir, désobéir,
non plus à partir de homme-animal, mais à partir de homme-machine. De certaine manière, la machine, c'est ce qui... La définition de la machine, c'est peut-être ce qui obéit parfaitement à son, si vous voulez, à ce pourquoi elle est faite. Une machine, c'est fait pour fonctionner, c'est fait, voilà. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? C'est de vous faire entendre quand même qu'on peut avoir aussi dans nos existences ce qu'on appelle un fonctionnement machinique. Voyez, fonctionnement machinique, fonctionnement automatique, c'est-à-dire qu'on va faire les choses sans y réfléchir. On peut dire ça, c'est-à-dire ce petit terme sans y réfléchir, on a, et ici je reprends aussi ce qui a été dit dans l'introduction, dans le simple terme sans y réfléchir, on a tout ce que Hannah Arendt va appeler la banalité du mal. C'est ça le sans y réfléchir. Je fais les choses sans y réfléchir, de manière machinique. Et essayer de comprendre qu'à partir de là, peut-être que quelque chose comme la désobéissance va apparaître comme une déclaration d'humanité. C'est-à-dire le moment où je dis, mais attendez, non, je ne sais pas, vous me demandez de faire ci, vous me demandez de faire ça, mais attendez, c'est quand même moi qui le fais. Je suis quand même un peu obligé de réfléchir à ce que je fais et pourquoi je le fais et ne pas être pris dans cette machine monde, dans ce système qui m'entraîne. Et la part d'humanité en moi, c'est la part qui va mettre une espèce de distance en disant non, je vais quand même réfléchir à ce que je fais. Peut-être que c'est ça, j'allais dire, la première forme de désobéissance. Réfléchir, penser. Je veux dire, quand je dis première forme de désobéissance, au sens où il y aurait dans toute réflexion, dans toute pensée, dans tout jugement, ce moment d'arrêt. Où je ne me laisse plus entraîner, je mets une distance et je dis, mais enfin, alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Et donc, je crois que ce livre sur la désobéissance, il part de ce constat-là. Vous avez évoqué aussi les trains de la mémoire. Alors, on n'est pas très loin avec le tribunal de Nuremberg et je crois que c'était un acteur américain, Peter Ustinov, avait eu cette phrase qu'il avait fait paraître dans le New Yorker, et Hannah Arendt, qui est donc une grande philosophe du politique au XXe siècle, pour moi une des plus grandes figures de la pensée, recopie de manière un peu fébrile cette phrase parce qu'elle la trouve très forte. Ustinov, quand il évoque ce tribunal de Nuremberg, écrit: pendant des siècles et des siècles, nous avons condamné les gens parce qu'ils désobéissaient. Pour la première fois dans l'histoire, nous allons les condamner parce qu'ils ont obéi. Et il continue, et ceci constitue une rupture majeure, etc. Vous voyez, alors, qu'est-ce que ça veut dire condamner quelqu'un parce qu'il a obéi, alors même que vous avez tous, j'allais dire, cette valorisation de l'obéissance, voilà. Bon. Donc ce livre, ça c'était un petit moment introductif, une dizaine de minutes pour vous dresser un paysage. Maintenant, je ne vais pas reprendre les chapitre par chapitre parce que ce serait peut-être pas très intéressant, un peu roboratif, etc. Mais c'est vrai, vous l'avez indiqué, que je fais un travail, j'allais dire, ce qu'on appelle un travail de philosophie, c'est-à-dire de construction de concepts. C'est-à-dire les philosophes ont construit des concepts, et donc je me suis interrogé sur qu'est-ce qui fait la différence entre la soumission, le consentement, voilà, toutes ces formes d'obéissance. Mais bon, je vais essayer de prendre les choses de manière un peu différente pour vous dire ceci. Au fond, je crois que ce livre sur la désobéissance, c'est un livre sur la peur. C'est-à-dire que ma question, je la reformule de cette manière. Qu'est-ce qui nous fait peur dans la désobéissance? Admettons, premièrement,
qu'il soit plus facile d'obéir que de désobéir. Voilà. Ça, c'est une hypothèse, je pose ça comme premier plan. Ça peut vous sembler curieux par rapport à ce que j'ai dit, mais quand même, voilà. Ça marche souvent, ça. C'est souvent plus facile d'obéir que de désobéir, parce que quand on obéit, on a tout, hein. On n'a pas de problème, on ne se fait pas remarquer, on a de la reconnaissance, on avance, etc. Voilà. Donc je pose, il est plus facile d'obéir que de désobéir. Qu'est-ce qui va rendre difficile la désobéissance? Et moi je réponds, ce qui rend difficile la désobéissance, c'est la peur. Et je vais plus loin en disant, pour désobéir, il faut franchir ce que je vais appeler là avec vous les 4 murs de la peur. Il y a 4 grands murs de la peur, il faut essayer de différencier et qui font que désobéir, c'est difficile. Or, le premier mur de la peur, j'allais dire, c'est le plus massif. Et je suis persuadé, on n'a pas le temps, mais que si je vous posais la question, je dirais assez spontanément, c'est celui qui serait évidemment exposé. Pourquoi est-ce qu'on ne désobéit pas? Mais vous faites ça tous les jours dans votre lycée, etc. C'est parce que vous avez peur de la sanction. C'est tout. Vous avez peur de la sanction, c'est-à-dire peur de ce que va vous coûter votre acte de désobéissance. Et ça me permet de construire, si vous voulez, parce que je parlais de construction de concept, une première grande forme, un premier style d'obéissance que j'appelle la soumission. Qu'est-ce que c'est que la soumission? C'est quand on désobéit, c'est quand on obéit. Pourquoi? Parce qu'on a peur de désobéir. Et pourquoi est-ce qu'on a peur de désobéir? Parce que le coût de la désobéissance, il est trop lourd. Voilà. Vous n'avez pas forcément envie de vous amasser des mauvaises notes, des heures de colle, des sanctions, etc. Voilà. Et d'une certaine manière, la société fonctionne comme ça. Après, on peut se demander est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Mais c'est notre problème. Le premier mur, ce qui rend la désobéissance difficile, hein, qu'on soit employé dans une institution, ouvrier dans une usine, élève dans un collège ou même professeur dans un collège, on ne va pas désobéir spontanément parce que la sanction est là. Voilà. Donc, je le pose, ce mur, et en même temps, alors c'est ici, j'allais dire qu'il faut, dans sa massivité, je veux dire, il est énorme, c'est la définition de l'esclave dans les politiques d'Aristote, etc. Toutes les grandes figures de l'obéissance, elles tournent quand même beaucoup autour de cette idée de soumission. Je voudrais introduire ici juste un petit soupçon. Un petit soupçon. Qu'est-ce que je dis quand je dis que je veux introduire un petit soupçon? C'est de me dire aussi, est-ce que parfois on ne s'exagère pas le coût de notre désobéissance pour nous excuser à nous-mêmes notre obéissance, quand cette obéissance à nos propres yeux peut paraître coupable. Je vais reprendre cette phrase parce qu'elle est à la fois un peu longue et un peu... Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, je prends des exemples qui sont, jusque-là, j'ai pris des exemples qui étaient un peu faciles. On vous demande de suivre des consignes pour faire tel ou tel devoir. Vous obéissez parce que vous vous dites, mais enfin, si je ne suis pas les consignes, je vais être sanctionné immédiatement. C'est ça. Après, on peut aussi, dans certains autres cadres, vous donner des ordres que par devers vous-même, vous allez juger scandaleux, immoraux ou contraires à vos principes de justice. Vous avez parlé vous-même de désobéissance civile, ça peut rentrer dans ce cadre-là, c'est-à-dire que vous pouvez parfois aussi vous dire « Ok, j'obéis, sauf que ce à quoi j'obéis, je ne suis pas du tout d'accord avec. Sauf que je suis obligé. »
je ne peux pas faire autrement, parce que sans ça, c'est la sanction. Le soupçon que j'introduis, c'est de dire, mais est-ce que parfois quand même, je n'exagère pas la possibilité de cette sanction pour pouvoir m'excuser à mes propres yeux de mon manque de courage, de ma lâcheté. Vous voyez ce que j'essaie d'introduire comme soupçon? C'est l'idée que la soumission, j'entends par soumission l'équivalence j'obéis parce qu'il m'est impossible de désobéir. Je dis simplement que ce modèle de la soumission sert parfois d'excuse à nos lâchetés. C'est ça que je dis. Je dis évidemment parfois. Quel exemple je peux prendre? Je suis le fil que vous m'avez donné avec les trains de la mémoire. Je prends l'exemple du Troisième Reich. Donc ce régime totalitaire très dur. Hannah Arendt a cette parole en disant le problème avec le Troisième Reich, c'est qu'on n'a quand même pas un exemple de quelqu'un qui aurait été sanctionné parce qu'il avait désobéi. Ce que je veux dire, ce qu'elle essaye de dire, c'est qu'on me dit maintenant, mais vous ne vous rendez pas compte, le régime était dur, c'était impossible de désobéir, ça aurait été trop dur, ça aurait été... Qui a vraiment essayé? Est-ce que rétrospectivement, ce n'est pas une manière de s'excuser à nous-mêmes de notre comportement, de lâcheté? Vous voyez ce que j'essaye d'introduire, c'est juste ce soupçon qui consiste à dire, au fond, il y a si vous voulez, dans cette idée de soumission et dans cette peur de la sanction, il y a aussi un refuge pour nos lâchetés. Ça, c'est la première chose, d'accord? Donc, peur de la sanction. Après, il y a peut-être une deuxième manière, une deuxième raison une deuxième peur, une deuxième raison de ne pas désobéir. Et pas du tout la sanction, mais qui serait ce que j'appelle la solitude. Qu'est-ce que je veux dire par là quand je dis la solitude? Et ici, je dresse une autre perspective qui n'est pas ce qu'on appelle la forme d'obéissance que j'appelle la soumission, mais qui serait, vous l'avez indiqué aussi dans la présentation, qui est le conformisme. Qu'est-ce que c'est que le conformisme? Le conformisme, c'est-à-dire une manière, quand je dis d'agir, c'est très général, ça peut être de dire des choses, de penser tel autre, d'avoir telle ou telle opinion sur tel ou tel sujet. Je vais plus loin, d'avoir même tel ou tel mode de consommation, d'avoir d'écouter ceci ou cela, de s'habiller de telle manière ou telle autre. Après, ça peut aller beaucoup plus loin, de réagir de telle ou telle manière par rapport à tel individu, etc. Vous avez des formes d'obéissance dans lesquelles, quand on interroge des gens et qu'on leur dit, mais enfin, pourquoi vous avez fait ça, etc. Ils répondent, enfin, mais parce que tout le monde le fait. Vous voyez? C'est ça que j'appelle le conformisme. C'est-à-dire une manière d'obéir. Personne ne vous donne d'ordre. Personne ne vous dit tu feras cela. Mais je vais aligner ma volonté sur celle des autres. C'est ça qu'on appelle le conformisme. Et vous voyez que par rapport à la soumission qui était un modèle vertical, le maître dit à l'esclave tu feras cela. Et l'esclave dit, j'ai intérêt à le faire parce que je vais recevoir 10 coups de fouet si je ne le fais pas. J'ai peur de la sanction. Et à un moment, on lui demande de faire quelque chose qui heurte trop ses principes, et peut-être qu'il accepte ou non le risque. Enfin, vous voyez, ce que j'appelle la soumission, c'est du vertical. C'est une obéissance verticale. Dans le conformisme, vous avez le modèle d'une obéissance horizontale. Personne ne vous demande de penser des choses comme ça. Personne ne vous demande de... Et simplement, voilà, mais enfin, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on... Et voyez, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la grammaire. Voyez ce « on » qui est un « je » qui se conclut, qui se conjugue à la troisième personne.
C'est ça le on. C'est du jeu. On, c'est moi, c'est nous, etc. Première personne du singulier du pluriel, mais en tant que ça se conjugue à la troisième personne. On parle, on fait comme ça, etc. Vous voyez ce que j'essaye d'introduire ici, dans cette forme d'obéissance qui est celle du on, de tout le monde. Là aussi, je vais reprendre parce que l'introduction était très riche et je me dirige vers la fin, ce que j'appelle l'indélégable, etc. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle tout le monde, tous les autres? C'est quoi les autres? La définition des autres, je vous la donne. Les autres, c'est tout le monde et personne en particulier. C'est ça. C'est tout le monde, sauf que c'est personne en particulier. Ouais, ça peut être moi, mais moi en tant que les autres, mais pas en personne. Voyez? C'est-à-dire dans cette forme d'obéissance, quand tout le monde obéit, d'une certaine manière, personne n'obéit, mais personne n'obéit en personne. Vous voyez, c'est ça. Et c'est là qu'il serait important justement d'introduire, j'y reviendrai peut-être, cette idée d'indélégable, etc. Je vous donne un exemple, là aussi c'est des exemples historiques, un peu massifs, etc. C'est un exemple historique un peu particulier, très controversé, mais quand même intéressant, qui se réfère aussi à la Seconde Guerre mondiale, mais ça, il s'agit du pilote qui a effectué le vol de reconnaissance pour Hiroshima. Il s'appelle Claude Isserlis, il effectue le vol de reconnaissance, parce qu'évidemment, avant de larguer les bombes sur Hiroshima, il a fallu effectuer un vol météo pour apprécier l'épaisseur nuageuse au-dessus de la ville, enfin, voir si c'était faisable d'envoyer cette bombe et si elle pouvait atteindre sa cible, etc. Et c'est celui, donc, ce Claude Isserlis, qui effectue ce vol et qui dit c'est bon les gars, vous pouvez y aller. Et puis il revient, et puis alors, il faisait partie de cette élite américaine des pilotes d'avion, il est sacré comme un héros de guerre, etc. Il se met à développer des espèces de syndromes psychiatriques assez lourds, etc. Il est même interné, et au fond, il comprend peut-être qu'il se sent coupable. Vous allez me dire, enfin bon, ça veut dire quoi, il se sent coupable? Enfin, s'il avait dit le matin je ne sais plus combien, c'est pas le 18 août, du 8 août 1940, je ne sais pas la date exacte. Mais bon, s'il avait dit, écoutez, moi je ne le fais pas, j'y vais pas, enfin, quelqu'un d'autre l'aurait fait à sa place. Je veux dire, rien n'aurait été changé, sauf que c'était moi. Le seul truc qui change, c'est que c'est moi. C'est ça l'idée de la personne, de l'indélégable. Et ça change tout pour moi. Est-ce qu'il peut exister, si vous voulez, ça je crois que c'est le problème que pose la philosophie depuis la République de Platon, peut-être même avant, qu'il y ait le problème de ce qu'on appelle l'âme, le sujet, tout ce que vous voudrez. C'est-à-dire, au niveau des états du monde, que ce soit moi qui le fasse, un autre, etc., c'est pareil. Sauf que c'est moi qui le fais. Donc, pour moi, ça change. Mais cette réalité-là, c'est ça qu'on appelle la morale. C'est cette réalité-là qui fait que je ne peux pas me déprendre, moi, de ce qui a été fait parce que c'est quand même moi qui l'ai fait. Mais enfin, on aurait dit quelqu'un d'autre, oui, mais sauf que c'est moi. Et donc j'ai à en répondre. C'est ça l'idée du principe de responsabilité, etc. Donc ça, je construis ça par rapport à cette deuxième peur qui est la peur de la solitude. Et j'essaye d'avancer un peu. Vous avez une troisième peur qui se réfère là aussi à une troisième forme d'obéissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jusque-là, je vous ai parlé de soumission, de conformisme. Mais parfois, ça peut
exister, j'espère que ça existe évidemment. Je pense que vous êtes traversés tous en tant que tels aussi par des, j'allais dire par des modèles, mais au sens où par des admirations. J'essaie de dire par là que quand vous obéissez, c'est pas toujours parce que vous avez un pistolet sur la tempe ou parce que vous avez cette espèce de conformisme un peu gris où c'est un peu mou, tout le monde fait ça, etc. Mais parfois, vous avez un professeur brillant qui vous demande des choses et vous avez envie. Et vous avez envie de faire les choses bien parce que vous trouvez que ce qu'il vous propose est exaltant, etc. Alors, je prends l'exemple pédagogique, mais enfin, ça traverse évidemment beaucoup d'autres domaines. Et puis parfois, vous obéissez à vos parents pour prendre un autre domaine, mais parce que vous y jouez quelque chose comme de l'amour. Vous avez envie de lui montrer, de manifester votre amour, votre gratitude, etc. Ce que j'essaie ce vers quoi je fais signe ici, c'est assez exactement cette forme de pouvoir qu'on appelle l'autorité. Qu'est-ce que c'est que cette forme de pouvoir qu'on appelle l'autorité? C'est une forme de pouvoir qui s'exerce sans violence ni discussion. C'est ça qui a toujours fasciné dans l'autorité. C'est ce qui en fait une grande forme de pouvoir. C'est-à-dire que je vais vous demander quelque chose, et si je suis forcé à vous, si je suis obligé de vous contraindre pour l'exécuter, je perds mon autorité. Si je suis obligé d'user de violence pour vous faire ça, j'ai plus d'autorité. Si j'ai de l'autorité, je vous demande de faire ça, vous allez répondre. Si j'accepte de discuter avec vous sur le bien fondé de ce que je vous demande, je perds aussi mon autorité. C'est-à-dire que dans l'idée d'autorité, vous avez l'idée d'une forme de pouvoir où vous allez m'obéir, mais parce que vous reconnaissez ma légitimité. Mais ce n'est pas que vous êtes forcé, hein. Ce n'est pas du conformisme non plus. Et ça, si vous voulez, ça fait apparaître, et je trouve que ça peut être, je dis, c'est quelque chose qui est très important aussi à considérer, ça fait apparaître une certaine peur. Pourquoi est-ce que j'ai peur de désobéir? Parce que j'ai peur, en désobéissant, de ne plus être aimé de celui qui me donne des ordres. Je dis de ne plus être aimé, vous voyez, de perdre un peu de reconnaissance, de gratitude, parce que ce que je vais jouer dans mon obéissance, c'est une certaine demande de reconnaissance. Regarde comme j'obéis bien. Alors après, je veux dire, tout ça existe, hein. Tout ça existe, tout ça est important, tout ça nous traverse. Mais c'est une peur, c'est cette peur d'être abandonné qui n'a rien à voir avec la peur de la solitude, avec la peur du conformisme ou la peur de la sanction. D'accord ? Et ça, c'est encore une troisième forme. Alors, il existe évidemment une quatrième forme, puis après je vais peut-être passer pour qu'il y ait des débats. Non, parce qu'en fait j'ai une montre sous les yeux, mais comme je ne sais plus exactement à quelle heure j'ai commencé, ça ne va être pas beaucoup. Il était quelque chose comme moins 20. Vous voulez que j'arrête vers l'écart 20? Qu'est-ce Vous pouvez dans un quart d'heure, J'arrête dans un quart d'heure? Oui. Ouais. Pour qu'il y ait le temps d'échanger. C'est beau, c'est ce que vous avez. Alors je n'arrive pas à interpréter le grondement, savoir si le positif ou négatif. Tant pis. Je vais faire la mesure, je vais arrêter dans 7 minutes et demie. Donc je vous demande encore un peu d'attention, ça va plus être très très long, si vous voulez. Donc la troisième, si vous voulez, la quatrième peur, qui pour la philosophie est peut-être la plus passionnante, la plus décisive et la plus troublante même, c'est celle que j'ai découverte
en relisant la légende du grand inquisiteur de Dostoïevski, mais aussi bien le texte de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» etc. Enfin, tout ça, ou même la Boétie, hein, le discours sur la servitude volontaire, il faut bien savoir, il faut bien entendre que peut-être que ce qui nous fait le plus peur dans la désobéissance, c'est la peur de notre propre liberté. Et ça, le point. Ce que j'essaye d'amener ici, c'est l'idée, je ne suis pas le premier, d'une certaine manière, je dirais que une grande partie de la philosophie de Sartre, au moins de ses premiers textes, tourne autour de ça, etc. Donc encore une fois, je ne suis pas le premier, mais j'essaie de vous faire entendre ça. On a quand même assez l'habitude, mais on a raison sans doute de dire l'homme est fait pour être libre, l'homme ne serait pas pleinement homme s'il n'avait sa liberté, l'homme goûte la liberté comme le bien le plus précieux, l'homme recherche cette liberté et elle est l'objet de son désir le plus profond, etc. Tout ce qu'on pourrait appeler une espèce de libéralisme philosophique qui n'est pas trop interrogé, qui consiste à dire, voilà, la définition de l'homme, c'est que nous voulons être libres. Et là, je voudrais introduire aussi un soupçon par rapport à cette évidence qui consisterait à dire, mais au fond, est-ce que nous ne passons pas quand même une très grande partie de notre vie à repousser et à repousser avec terreur, avec horreur cette liberté, en tant que cette liberté nous oblige en tant qu'elle est un poids. C'est ce que je veux dire par là. Ici, je reprends, mais on m'a dit que vous avez pu le voir ici et là en classe, donc de manière, on pourra le reprendre en discussion si vous voulez, la légende du grand inquisiteur de Dostoïevski, hein, qui est intéressante aussi par rapport à la religion, par rapport au christianisme, puisque ça fait apparaître une espèce de Christ, j'allais dire anarchiste, oui, en tout cas une figure christique qui est opposée aux églises. Enfin, on pourrait en discuter longtemps. En tout cas, l'idée de la légende du grand inquisiteur qui fait revenir le Christ donc dans le Séville du c'est 15e, 16e siècle, je me souviens plus bien, etc. Voilà. Alors le Christ revient et sa seule présence d'ailleurs fait surgir quelque chose comme une concertation un peu harmonieuse, on l'acclame, on le chante, etc. Et puis le grand inquisiteur arrive, procède à une arrestation même pas vigoureuse du Christ au sens où justement il n'est pas trop défendu, et en tout cas le Christ est descendu dans les prisons du Saint-Office, et là vous avez ce monologue assourdissant et qui va inquiéter toute la philosophie, hein. Ça va être repris par Arendt, ça va être repris par Camus dans L'homme révolté, etc., où le grand inquisiteur demande au Christ, je pose cette question, pourquoi es-tu venu nous déranger? Qu'est-ce que tu reviens? Alors même que depuis des siècles, nous avons réparé ton erreur. Et c'est quoi ton erreur? C'est d'avoir offert aux hommes la liberté. Mais enfin, la liberté, personne n'en veut. La liberté, c'est un vertige. La liberté, c'est un poids écrasant. Et nous avons constitué, nous, des églises pour précisément permettre au peuple, aux gens, eh bien, de savoir que quand on donne des règles de justice, c'est les bonnes, pour leur dire ce qu'il faut penser et ce qu'il ne faut pas penser, et pour leur donner un maître à adorer. Parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que la vénération servile.
Et toi, tu leur donnais la liberté. Mais nous, dit l'inquisiteur, nous avons vraiment aimé les hommes. Et c'est parce que nous avons aimé les hommes que nous leur avons retiré cette liberté qui représente dans leur cœur une épine d'une douleur infinie. Qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal parce que être libre, c'est être confronté au vertige de sa responsabilité. Voilà. Je suis libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ce que je vais faire, c'est moi qui le fais. C'est Kierkegaard qui disait, oui, la liberté, c'est l'angoisse. Ouais, c'est une angoisse. Or, évidemment, quand vous êtes... Et peut-être, je ne sais pas, on peut se dire aussi que c'est formidable, la liberté, et que ça ne signifie pas seulement et tout de suite être débarrassé de la tutelle des parents ou de leurs ordres. Non. Ce que ça signifie derrière, c'est quelque chose d'effroyable. Donc, l'idée, si vous voulez, par rapport à ce thème-là, qui consisterait à dire, mais au fond, cette liberté représente pour nous un vertige indépassable, eh bien, en obéissant, nous colmatons ce vertige et nous nous offrons le luxe suprême, c'est peut-être ça le luxe suprême, de pouvoir agir sans avoir à rendre de compte à personne de ce qu'on fait, parce que quand j'agis en tant que c'est un autre qui m'a demandé de le faire et je ne suis pas responsable. Vous voyez, quand je dis qu'il entre quelque chose comme une peur de la liberté dans l'obéissance, j'essaye d'introduire ici un concept que j'appelle la déresponsabilité, qui n'est pas du tout l'irresponsabilité. Irresponsabilité, agir de manière irresponsable, ça veut dire ne pas se préoccuper du lendemain, ça veut dire aller trop vite, ne pas prendre des décisions assez vite, tout ce que vous voulez, l'irresponsabilité, mais là je parle d'autre chose, je parle de la déresponsabilité. C'est-à-dire la manière dont je vais aller chercher dans l'obéissance quelque chose de tout à fait confortable, où je fais les choses, mais pourquoi on m'a demandé de le faire. Voilà pour les peurs. Peut-être pour revenir sur donner des pistes à propos de votre dernière question qui consistait à dire, mais au fond, est-ce qu'avec votre modèle, quel est le point d'entrée du politique, là-dedans, etc. Je vous ai dit tout à l'heure, à un moment, c'était au début de la présentation, pas très original non plus, vous aviez l'idée, c'est Alain qui disait « penser c'est dire non », celui qui dit oui a la tête de celui qui dit oui est déjà la tête de quelqu'un qui s'endort, oui, etc. Donc je vous avais donné l'idée qu'au fond, la pensée est un principe de désobéissance. Et que penser, c'est commencer à désobéir. D'accord ? Or ça, je tiens bon là-dessus, et je crois que... Mais je voulais introduire un autre terme, j'allais dire, qui peut avoir des résonances politiques, ou en tout cas des échos politiques plus forts, parce qu'après tout, on va dire, oui, mais en fait, penser, c'est je pense tout seul dans mon coin, je décide, etc. Bon, donc j'introduis un nouveau terme qui est le terme d'imagination. Qu'est-ce que c'est que l'imagination ? L'imagination, c'est un principe de non-acceptation de la réalité. La réalité, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que l'imagination ? C'est un principe de non-acceptation. C'est pas seulement, on pourrait dire l'imagination, c'est une capacité à inventer des formes, à produire des images, et c'est vrai que quand on confisque l'imagination dans le domaine artistique, on manque quelque chose
fondamental, hein, qui est le rôle politique et même, j'allais dire, éthico-politique de l'imagination. L'imagination, c'est un principe de non-acceptation du réel. Imaginer, c'est déjà désobéir. C'est-à-dire, c'est déjà désobéir en ceci que on se donne une définition du réel qui n'est pas le réel, c'est ce à quoi il faut s'adapter. Puisque l'imagination, en posant quand je dis principe de non-acceptation, c'est de dire simplement, mais enfin, un autre monde est possible. C'est pas parce que les choses existent comme elles existent, ce n'est pas l'existence. Je vais dire les choses autrement. L'existence des choses ne constitue pas leur justification à exister. C'est tout. C'est pas parce que les choses existent comme elles existent qu'elles ont le droit d'exister comme ça. Et l'imagination produit précisément cette espèce de vibration qui fait sentir qu'un autre monde est possible. Et cette imagination, par rapport au jugement critique, etc., elle est beaucoup plus rassemblante. Hein. Pourquoi? Quand je dis qu'elle est, puis je vais finir là-dessus. Je vais finir là-dessus. Pourquoi? Parce que dans l'imagination, vous avez non seulement ce principe de non-acceptation, mais vous avez aussi la capacité à se mettre à la place de l'autre. C'est ça l'imagination. C'est Rousseau qui disait, je reprends les textes de l'Émile, ou même surtout de l'Émile, il disait, mais au fond, ce qu'on appelle la capacité d'empathie, la compassion, la pitié, ça dépend de l'imagination. Et au fond, je finirai là-dessus, je dirais, pas contrairement, mais pour peut-être aller plus loin qu'Hannah Arendt qui disait la banalité du mal, c'est l'absence de pensée, c'est la bêtise, etc. Je dirais non, c'est l'absence d'imagination. C'est l'absence d'imagination qui nous prépare au désastre. Je finis là-dessus. Je vous remercie, les merci. Question, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, donc j'avais une question. Est-ce que, au niveau du Troisième Reich et de l'Allemagne nazie, est-ce que vous considérez qu'on peut expliquer ces crimes par les 4 formes d'obéissance ou seulement par la première, c'est-à-dire la peur de la sanction? Alors, c'est vrai que j'allais dire que peut-être que cette séquence historique qui, on pourrait penser à l'échelle du XXe siècle, a représenté quelques années seulement, cette séquence historique a été et a représenté pour la philosophie une espèce de provocation et j'allais presque dire d'aporie morale qui ne cesse de nous nourrir encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez raison, de certaine manière, enfin c'est inclus dans votre question, de dire qu'une des manières de penser obéissance, rapport à la désobéissance, c'est de revenir à cette expérience historique qui a représenté le Troisième Reich. Voilà. Après, c'est une réalité historique, donc si vous voulez, le propre des réalités historiques, c'est qu'elles sont d'une complexité
d'une complicité indépassable. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous ai donné une première définition de la réalité, comme ça, un peu provocatrice, qui consistait à dire, au fond, la réalité, c'est l'inacceptable, c'est ce à quoi il ne faut pas s'adapter, c'est ce qu'il faut remettre en cause, etc. Je pense qu'une deuxième définition de la réalité, c'est de dire que la réalité, c'est ce qui n'est pas réductible à un modèle d'explication, et même pas à 2, et même pas à 3, etc. Donc voilà, mais après, je ne vais pas m'en sortir en répondant à votre question, en disant « je n'en sais rien ». Je n'en sais rien. Simplement, je vous dirais que si je prends l'exemple du procès Eichmann, qui a été le procès à Jérusalem du coordinateur logistique des trains de la mort, hein, vous parliez des voyages de mémoire, etc. C'est-à-dire, Eichmann, c'est celui qui a été nommé, après la conférence de Wannsee, responsable des trains. Enfin, il faut voir ce que ça voulait dire. Hein. C'est-à-dire responsable de toute cette logistique qui allait emmener les Juifs des ghettos où ils étaient parqués vers les camps de la mort. Eichmann a été jugé, il s'était échappé c'était en Argentine, je crois, dans des conditions un peu rocambolesques, il a été arrêté, et il y a eu le procès Eichmann qui a eu une importance, d'une part parce qu'il était à Jérusalem, c'était en 61, donc c'était tout un symbole, mais aussi parce que c'était le procès de l'obéissance, voyez ? C'est-à-dire c'était le procès de quelqu'un qui était là pour avoir obéi aux ordres. Parce qu'encore une fois, il n'avait pas décidé, c'est pas lui qui a décidé de la solution, ce qu'on appelle la solution finale. Simplement, il l'a rendu possible matériellement. Et alors après, ce serait compliqué de revenir sur ces déclarations, mais c'est vrai que on peut dire que, certaines manières, en tout cas l'expérience d'Arendt, hein, je reprends l'exemple de cette philosophe qui n'avait pas pu aller à Nuremberg, qui va à Jérusalem et elle se dit, je vais rencontrer, je veux voir un monstre nazi, je veux voir un monstre essayer peut-être de deviner des éclairs de haine dans ses yeux, c'est-à-dire cette entreprise effroyable, etc. Je veux voir un de ses représentants. Et elle fait part, le terme est à la fois dérisoire et fort dans sa dérision, presque de sa déception. Elle trouve quelqu'un d'un peu minable. Mais quelqu'un, bon exécutant, bon fonctionnaire, etc., et qui dit, oui, moi je faisais des listes, etc., il fallait qu'il y en ait tant par wagon, il fallait que ça parte à l'heure, il fallait que ça arrive à destination, etc., voilà. Et il dit, vous n'allez quand même pas me condamner, moi, pour avoir obéi aux ordres, Et donc, en face, vous avez un procureur qui dit... voici le représentant de quelqu'un qui ne devrait pas exister, qui est, il faut voir les paroles du procureur, une espèce d'animal dans la jungle, etc. Et Arendt dit non, le problème, je reprends sa phrase, c'est qu'il est effroyablement normal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans sa forme d'obéissance, il peut y avoir une banalité du mal dans cette forme d'obéissance. Mais ce qui ne veut pas dire, après le risque, pardon, je suis très long là-dessus, mais enfin, ça fait rien, je finis en tout cas ça. Ça ne veut pas dire que ça l'excuse quand je dis qu'il obéit, c'est ça. Quand je dis que ça ne veut pas dire... Et ça, c'est très important, voilà. Ça, je reprends ça. Quand je vous ai parlé de déresponsabilité, etc., à nos âges, mais au vôtre aussi, nous sommes tous quand même majeurs, on est responsable de cette déresponsabilité. Je vais vous dire par là, c'est que quand on ne veut pas savoir ce qu'on est en train de faire, on en est complètement responsable. Donc, le truc d'Arendt, c'est de dire, écoutez, on n'est plus à l'école maternelle. Donc dans le Troisième Reich, en général, je ne peux pas vous répondre parce que c'est trop large, mais je pense qu'il devait y avoir, qui avait des formes sans doute disparates d'obéissance. Oui.
Et en tout cas, le débat s'est resserré autour de du procès Eichmann, qui a été le procès d'une des formes. Voilà. Je ne sais pas si ça vous satisfait comme réponse, mais en tout cas, j'en ai pas d'autres. Ou si vous voulez continuer après un peu. Il y a d'autres questions? Après ce que vous avez dit, est-ce que vous pensez que la liberté absolue existe? Et si elle n'existe pas et qu'elle est quand même l'essence de l'homme, et qu'elle constitue une angoisse et un vertige, est-ce qu'alors on peut considérer l'homme comme un damné, dans le sens où son existence est un poids écrasant? Ouais, alors, certaine manière, quand je dis... il y a deux manières de vous répondre, si vous voulez. Il y aurait une manière un peu sartrienne, c'est-à-dire un peu extrémiste, comme ça, mais qui irait peut-être dans votre sens, qui consiste à dire, c'est sa formule, nous sommes condamnés à être libres. Je veux dire, c'est pas parce qu'on essaye d'échapper à notre liberté que ces stratagèmes par lesquels on essaye de se déresponsabiliser, ils relèvent quand même de notre liberté. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit de dire, oui, c'est un poids écrasant. Voilà, donc ça, ce serait une manière, mais après, pour moi, si vous essayez de poser moi sur... Moi, je pense que la liberté absolue, ça n'existe pas. Je pense qu'il existe en chacun de nous des mouvements d'émancipation, c'est-à-dire qu'on essaye de se détacher, etc., de choses, et que c'est un... Je crois que la liberté, c'est un perpétuel travail de mise en forme et de remise en forme de nos existences. Je ne suis pas sûr qu'il faille... Je vous ai donné une version un peu noire, si vous voulez, c'est-à-dire la liberté comme vertige. Je suis allé chez Dostoïevski, Kierkegaard, etc. Bon, cela dit, il y a des manières aussi un peu apaisées, plus apaisées de voir les choses, qui consistent à dire, au fond, la liberté, c'est une manière de donner une forme à son existence. Donc c'est un travail, c'est un travail éthique. Et après, le risque, mais qui vous ne vous concerne pas parce que vous êtes encore jeune, mais qui concerne plus des gens de mon âge, c'est de se retourner un peu et de se dire, mais est-ce qu'à un moment, je ne vais pas être prisonnier de moi-même, si vous voulez saisir? Est-ce que je vais parvenir? Est-ce que il y a ce moment dans l'existence où on se pose la question de savoir si ce qu'on s'est construit soi-même comme vie ne devient pas un poids un peu écrasant dont on pourrait s'alléger? C'est-à-dire se poser la question, mais est-ce qu'on peut parvenir encore à se désobéir soi-même? Ce que j'essaye de dire par là, voilà, je vais le reprendre pour dire les choses de manière claire, c'est qu'il existe une manière de penser la liberté comme angoisse écrasante, mais la liberté existe aussi comme frisson exaltant. Voyez, il y a ça, je veux dire, la liberté, c'est aussi la capacité de pouvoir se surprendre soi-même, surprendre les autres. C'est un frisson, on n'est pas obligé de la construire seulement dans ce côté très, très sombre et très angoissant. Oui, en fait, je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit au tout début. Vous avez dit qu'on cultive l'obéissance, mais récemment, avec les Gilets jaunes, c'est le thème à la mode. En fait, on a surtout vu qu'on cultivait la désobéissance parce que c'est une manifestation qui était illégale, en tout cas pas réglementée. On les a laissés faire, il y a eu beaucoup de violence. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a des limites à la désobéissance? Est-ce qu'il y a une question morale avec la désobéissance? Jusqu'où elle peut aller, et si on pense à l'échelle de la société et à l'échelle de la question morale? Bien sûr, c'est large. C'est large votre question, mais elle est importante. Après, si vous voulez, l'exemple des Gilets jaunes est à la fois central parce qu'il est central dans notre actualité, il est relativement
marginal, parce que c'est une forme, vous-même, vous le dites, c'est une forme de désobéissance qui est assez particulière, parce qu'il n'est pas, je veux dire, il n'est pas interdit de manifester, d'exprimer sa colère, etc. Oui, d'accord avec ça. Après, si vous voulez, on voit bien que dans ce qu'il entre, parce qu'encore une fois, je veux dire, c'est comme je m'excuse du parallèle, rien dire, je veux dire, poser la question pour le Troisième Reich, les Gilets jaunes, c'est une réalité qui aussi est tout à fait complexe, bigarrée, vous avez évidemment beaucoup de choses là-dedans, donc je dirais, pour essayer de reprendre les choses, c'est intéressant, vous dites, est-ce que la désobéissance a des limites? C'est-à-dire, ce que je sens dans votre question, c'est peut-être pas ce qui est, mais comme ça, ce qui me vient, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on ne va pas quand même, à un moment, porter une condamnation sur ce mouvement en disant il est légitime dans son principe, mais au fond, il va maintenant trop loin, ça donne lieu à des violences qui sont inacceptables, etc. Vous êtes d'accord? Alors après, si vous voulez, par rapport à cette question qui est très importante, pourquoi? Parce que ça pose le problème de la violence. Qui est un problème, qui est une espèce d'énigme quand même pour la philosophie, parce que autant c'est, je mets beaucoup de guillemets, facile pour nous de penser la justice, de penser l'âme, même si c'est plus facile de penser l'âme, etc. Dans la violence, on a l'impression qu'il y a une espèce de part énigmatique qui échappe. C'était un penseur de la violence qui disait, qui disait je vais très vite, mais à peu près quelque chose comme la violence est un concept qui est maximal dans son extension et minimal dans sa compréhension. Ça veut dire c'est que vous pouvez parler de violence à peu près tout, c'est-à-dire que très vite c'est voilà, violence de ceci, de cela, et en même temps quand il s'agit de définir ce qu'est la violence, d'en trouver espèce de trait déterminant essentiel, ça devient très compliqué. Donc pour vous répondre, je dirais qu'il faut bien distinguer, peut-être, moi ma position ce serait ça, ce serait aujourd'hui pour vous répondre, mais peut-être qu'elle évoluera. Pour l'instant, je me dis qu'il existe deux parts de la violence qui me paraissent assez irréductibles. D'un côté, vous avez une violence qu'on appelle une violence instrumentale. C'est-à-dire la violence, c'est l'usage excessif d'une force pour obtenir quelque chose. Après tout, quand vous vous faites menacer physiquement dans le métro pour qu'on obtienne de vous votre iPhone, etc., il y a un usage de la violence, mais qui est là pour obtenir quelque chose. Il n'appartient pas. Et à cette violence-là, vous pouvez évidemment poser le critère de la légitimité, de l'illégitimité. Et puis, il existe une autre forme de violence que j'appelle la violence intransitive, dont fait partie, par exemple, la colère, où je trouve que là, c'est très compliqué, parce qu'une violence, si vous voulez, la colère s'accompagne d'une certaine violence à laquelle il va être difficile, si vous voulez, d'appliquer les critères du légitime, de illégitime. En tout cas, après, c'est toujours du cas par cas. Mais pour l'instant, ce serait ma réponse, quoi. C'est de dire que dans les violences des Gilets jaunes, il y a certaines violences qui sont inacceptables, mais il faut accepter l'idée qu'il y a peut-être une part de violence qui relève de l'exaspération et qu'on peut seulement comprendre. Je me souviens d'un débat télévisé où il y avait, c'était Vincent Cespedes, c'était sur une chaîne télévisée, et où il commence, il dit « Je comprends les violences ». Et là, la levée de bouclier en disant « Mais vous n'avez pas le droit. Comment vous comprenez la violence ?» Il dit « Oui, je comprends certaines violences ». On disait « Vous n'avez pas le droit de dire ça ». Je trouve que le courage de la philosophie,
c'est dire si, mais heureusement, bah si, qu'on peut essayer de comprendre, on est là quand même pour ça. C'est-à-dire que je trouve que dans le débat public, et ça, encore une fois, ça a sa légitimité, on dit la violence est ce qui est intolérable. Ok, c'est très bien, et si vous voulez, ça vous permet une posture d'énonciation sur les plateaux télévisés. Moi, je condamne toute violence, etc. Je suis contre la violence, etc. Aussi, je suis contre la violence. Mais qu'est-ce qui va faire qu'à un moment où je vais dire, écoutez, cette violence-là, je la comprends, on va me dire, mais alors, vous ne condamnez pas toute violence? Non, mais attendez, c'est pas... Vous voyez, c'est vraiment... Quand vous faites de la philosophie et de l'histoire, je veux dire, il faut accepter que dans l'histoire humaine, oui, il y a une part de violence qu'il faut accepter de comprendre et qu'on ne peut pas, en philosophie, alors en même temps c'est facile, parce que moi je ne suis pas ministre de l'Intérieur, je ne suis pas préfet de police, etc. Si vous voulez, en philosophie, vous avez le droit de défendre, oui, l'idée qu'on ne peut pas poser systématiquement l'équation, la violence est systématiquement condamnable. En même temps, vous allez me dire, mais c'est très dangereux ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut excuser la violence. Non, c'est pas ce que je dis. Vous voyez, c'est très compliqué. Et c'est pas ce que je dis. Je dis que toute violence est condamnable, mais pas un énoncé philosophique. Voilà, c'est ce que je dis. C'est un énoncé qui a sa pertinence, qui a sa force, qui a sa légitimité. Mais voilà, mais quand vous pensez les choses, vous ne pouvez pas partir de là. Parce que c'est pas ça qui va vous aider à comprendre. D'accord? D'autres, oui, il y a une question. Oui. Alors, oui. Justement, on a évoqué le mouvement des Gilets jaunes, il y a le climat notamment. Est-ce que la désobéissance, c'est pas le dernier recours, là, même si en l'occurrence je parle de désobéissance civile, est-ce que c'est pas le dernier recours pour se faire entendre par, je sais pas, les autorités? Là, il y a eu, je sais pas, il y a le mouvement des Gilets jaunes, ça fait 14 actes, enfin, ça dure beaucoup. Il y a un appel à la grève générale pour les lycéens et les collégiens là pour le climat. Il y a beaucoup, on a l'impression que tout le monde veut désobéir en ce moment pour pouvoir se faire entendre. Est-ce que c'est pas le dernier recours pour qu'on ait notre parole soit entendue par le pouvoir en place ou n'importe quel pouvoir en général? Ouais, alors ce que vous dites est... Je veux dire, vous introduisez une notion qui est à la fois très importante, qui est celle d'ultime recours, de dernière instance. En dernière instance, finalement, je ne suis pas entendu, et voilà, et je tape sur la table et je hurle, je prends même l'exemple d'une institution, c'est dire, parce que c'est plus facile à penser dans une réunion d'institution. À un moment, pour me faire entendre, il faut que je déploie une intensité, parce que dans les règles, ce qu'on appelle les règles de discours classiques, voilà, ça ne va pas passer. Donc, vous avez raison, et en même temps, le problème après, c'est qui décide du dernier recours? Quand est-ce qu'on sait que c'est le dernier recours, que c'est en dernière instance? Vous voyez, après, à arbitrer au cas par cas, c'est toujours très compliqué. Mais je suis d'accord pour reprendre, puisque c'était votre exemple, l'exemple des Gilets jaunes, l'espèce d'ambiguïté profonde de la violence dans ce mouvement, c'est qu'à la fois, elle sert le gouvernement pour décrédibiliser le mouvement, et elle sert le mouvement aussi pour se faire entendre du gouvernement. Vous voyez? Et les deux choses se tordent et font qu'il y a quelque chose de vraiment très tordu maintenant. D'autres questions? Quand on a franchi les 4 murs qui nous contraignent à l'obéissance, à quoi on arrive à une espèce d'être qui prend conscience de lui-même et qui se détache de la masse, un homme libre? Enfin, est-ce que c'est un mécanisme
qu'on doit répéter à chaque instant de notre vie et qu'on doit prendre à chaque décision? Ou est-ce qu'il y a une espèce de finalité quand on arrive à dépasser justement le 4e stade qui est la peur de la liberté? Ouais. Je pense après, moi je dirais, je ne suis pas totalement sûr de la réponse, mais je dirais que c'est qu'il faut toujours recommencer, que c'est un travail quotidien, etc. Et que ces dépassements ne finissent pas par vous installer une espèce d'être définitif. C'est le rêve du sage, de la sagesse, ce serait de parvenir, après avoir traversé ces murs, à espèce de ce qu'on appellerait une espèce de condition ontologique où ça y est, je suis libre. Mais moi je pense que non, je pense qu'il faut recommencer, qu'il faut recommencer à chaque fois. C'est-à-dire que pour moi le propre de ce que j'appelle la liberté, c'est qu'elle se reconquiert chaque jour sur les pesanteurs. Elle doit se mettre à l'épreuve tout le temps. C'est ce que j'essaye de vous proposer là comme idée de la liberté, vous l'entendez, c'est pas... Il y a la liberté comme dimension juridique, c'est très important, ça doit être garanti, liberté d'expression, liberté de circulation, etc. Moi j'essaye de penser pas à une liberté comme droit, mais vraiment à une liberté comme travail éthique sur soi, quoi. Et ça, je trouve, c'est assez indéfini parce que les peurs, elles se recomposent, elles prennent d'autres formes, etc. Donc je pense que le travail, il faut toujours le recommencer. Non, oui, ce serait ça. C'est-à-dire que ce serait ça la formule, mais après c'est compliqué. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que la liberté, c'est un processus. C'est un processus de libération, mais c'est pas un état. Vous voyez, c'est pas un état. C'est pas un état, c'est un processus que chacun doit reconduire en soi-même. Et là, on reprend le terme qui avait été... Et personne ne peut le remplacer pour ça. Chacun doit faire le boulot. C'était le truc, c'est à la fois ridicule, drôle et génial. Sartre était avec Merleau-Ponty dans une salle de cinéma. Et ils aperçoivent deux places qui sont à l'autre bout de la rangée. C'est-à-dire, à l'autre bout de la rangée, il y avait une personne, alors que de l'autre côté, il y avait 8-10 personnes. Donc, Merleau-Ponty dit on va faire le tour. Comme ça, on fait lever qu'une seule personne. Et Sartre le regarde et il dit de toute façon, ça ne change rien, chacun ne se lève qu'une fois. C'est à la fois étrange, mais au fond, c'est ça le truc, vous voyez. Non, ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire, quand je dis on va faire le tour, mais bien sûr qu'il faut faire le tour, parce qu'on ne va pas déranger 10 personnes, etc. Mais qu'il y a un certain degré qui est celui de la liberté, de l'obéissance ou de la morale, où, si vous voulez, où les choses ne s'additionnent pas. Je reprends une autre formule, qui est celle de Dostoïevski. Nous sommes tous, et devant tous, responsables, virgule, et moi plus qu'un autre. C'est ça. Le moi plus, nous sommes tous plus responsables que les autres. Et ce moi plus qu'un autre, c'est le truc que, voilà, c'est le truc de la liberté, c'est-à-dire chacun doit le faire en lui-même, et l'effort par lequel chacun le fait, vous ne pouvez pas le comptabiliser. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si je dis autre chose, je vais vous prendre un exemple. Admettons qu'ici, nous sommes, je ne sais pas combien on est, etc., et qu'il se passe quelque chose de terrible, mettons, et qui nous concerne tous, ici, dans cette salle. Je pourrais me dire, attendez, ok, il s'est passé ça, mais enfin, on était 78. Ce qui veut dire que la responsabilité, elle se divise par 78. Donc, ok, on est tous responsables, ce qui veut dire
que je suis un peu moins responsable, puisque la responsabilité, elle se divise par 78. Mais non. L'idée de la liberté, de la responsabilité, c'est bien ça se divise pas. On est tous plus responsables que tous les autres. Voilà, bon, j'ai un peu complexifié ma réponse sur la fin, tant pis pour moi. D'autres questions? Oui, là. Ouais. Alors vous dites, donc si j'ai bien compris, qu'imaginer c'est déjà désobéir et donc que ça constitue un principe de non-acceptation. Mais je voulais savoir si pour vous, l'imagination est-elle vraiment synonyme de liberté, ou est-ce qu'elle constituait, ou est-ce que justement l'imagination ne manquait pas d'imagination et qu'elle constituait une reconstitution d'une création libératoire. Ouais, mais ça c'est une espèce d'ambiguïté indépassable, parce que la manière dont je sens votre question, c'est de dire, mais au fond, imaginer, c'est aussi construire d'autres mondes qui sont là pour faire écran au monde existant et peut-être même pour nous faire oublier. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer que l'imaginaire est ce qui nous permet d'échapper aux pesanteurs, aux contraintes du réel, ou même nous permet de le supporter, c'est-à-dire on le supporte d'autant plus qu'on a ces échappées, et à partir de là, pour vous répondre, je dirais, oui, alors peut-être qu'il faudrait distinguer deux imaginations, dont une qui imaginerait un autre monde, mais pour faire vibrer d'indignité le monde existant, et l'autre qui serait la production d'un autre monde qui lui ferait écran. Vous voyez, j'ai pas de réponse parce que je